Là. Il faut que ce dossier soit mis au premier rang au Conseil des ministres. Lorsqu'on sort de là, il faut que le résultat soit communiqué à la population pour dire que voici ce que nous allons faire, qui va nous mettre à l'abri pour 2028 là, des inondations, des décès, et 2027, des inondations, des décès. Dans 5 ans, voici ce qu'on compte faire. Et dès maintenant, commencer à anticiper, faire le travail qu'il faut pour que l'année prochaine là, on ne puisse pas vivre ce genre de scandale. Il faut être dans l'anticipation, il faut arrêter de spiritualiser tout. Non, Dieu a voulu. Bon, pourquoi chaque jour c'est en Afrique que Dieu veut que nous on meure comme ça? Les blancs là, Dieu ne les voit pas aussi là-bas pour les tuer. C'est nous qui mourons toujours dans des conditions misérables. Les gens sont dans la pauvreté, ils vont dire non, Allah son si Dieu le veut. Non, là-bas dans les pays développés là, les gens ça c'est, ils réfléchissent, ils anticipent. Et ils mettent les moyens pour que leur population soit à l'abri de la misère, de ce genre de situation. Mais nous ici, tous nos problèmes, comment accuser le politicien qui était là hier, comment accuser le politicien qui était là aujourd'hui? Il faut que les gens soient suffisamment responsables pour dire que la politique qu'on veut faire là, c'est la gestion de la cité. Les gens ont mis dans notre main là, leur vie, leur avenir. Il faut qu'on soit suffisamment responsable pour assumer cette charge-là. Et qu'à la fin de nos mandats là, on vienne leur rendre compte. Pour vous m'avez élu pour 50 ans que maire, voici ce que j'ai réalisé dans la vie, dans la ville. Et sur la base de ça, là, on peut le réélire. Mais aujourd'hui, là, on élit les gens à partir de leur patronyme, à partir de la région à laquelle j'appartiens, à partir de nos acquaintances religieuses, politiques. Mais nous allons forcément vivre dans la misère toute notre vie. Et moi, je suis convaincu que tant que nous allons continuer avec cette manière de réfléchir, l'Afrique ne s'en sortira pas. Nous allons rester toujours là en train de voir le monde évoluer et on sera à notre même place. Donc, je finis pour dire que c'est désolant que nous en sommes là, mais vous n'allez pas nous empêcher de rêver, aller dans ces pays développés, dans ces grands pays, parce que quand tu vas, l'homme est au centre de la politique. Mais ici, là, les gens, ils mettent d'abord leur propre intérêt au centre, leur propre intérêt avant la population. Donc c'est tout à fait naturel que même au prix de notre vie, nous puissions aller dans ces pays parce que là-bas, l'homme est au centre de la politique. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup à Maestro. Déjà ici, quand tu demandes le compte, on demande si c'est ton camarade. C'est-à-dire que tu demandes... Quand tu demandes le compte, on te demande celui à qui tu demandes le compte. Si c'est toi ton camarade. Quelqu'un que toi, tu lui donnes ton argent. Et puis, souvent quand j'entends les gens disent que ils préfèrent, c'est-à-dire que ils ne s'intéressent pas à la politique. Moi, je les demande souvent. Tu ne t'intéresses pas à la politique, il n'y a pas de problème. Pour toi, c'est quoi tu appelles la politique? Parce que souvent, quand j'entends dire que laisser la politique aux vieilles personnes, petit, la politique là, il faut laisser ça dans la main des politiciens. Quand je demande souvent, c'est quoi la politique et quels sont ces politiciens à qui on doit laisser la politique? Je ne vois pas de réponse. C'est souvent on laisse et puis on dit, moi je ne veux pas mourir, moi les histoires comme ça, ou on va m'envoyer en prison, je ne suis pas dedans. Tu vois, voici un peu les... On va évoluer. Son nom c'est, comment on appelle? La prospérité. Yeah! La prospérité. La prospérité, comment tu veux? Prospérité, il est là? S'il n'est pas là, il a parlé. Je suis là. Bonjour Saxo. Ouais, bonjour à vous. Bonjour Saxo, bonjour tout le monde. Bonjour Maestro. Je fais un standing ovation pour Ondela. Vraiment, merci pour ton intervention. J'espère que, j'ose espérer du moins que quelqu'un a pu faire un enregistrement pour qu'on puisse réécouter encore. Parce que même si ça ne sera pas pris en compte, au moins ça fera du bien d'entendre ça et ça fait rêver en fait. Tu comprends? Continue dans ce que tu es. Je ne sais pas quelle est la position dans laquelle tu es, mais continue là-dedans, continue d'apprendre plus. Tu fais partie de ceux-là qui vont relever par leur intelligence cette nation-là. Et je prie Dieu que Dieu te garde longtemps en bonne santé. Merci
je voulais d'abord te dire ça et puis revenir sur le sujet. Saxo, moi j'ai vraiment mal, hein. Moi j'ai vraiment mal parce que finalement même les autres pays disent que nous, si c'est pas pour faire les panels, on peut rien faire. Mais c'est pas de notre faute. On est pris dans un linteau infernal en fait. On est pris dans un système où bon voilà, laissez-les rencontrer ce qu'ils veulent, ce qu'elles suivent, nous on est là. Personne ne peut nous déboulonner. Moi je veux tout de suite accuser le gouvernement parce que tu vois, c'est celui qui est le leader là. C'est lui qu'on regarde, c'est lui qu'on suit, c'est lui qui dirige, c'est lui qui mène le troupeau en fait. Tu comprends? Aujourd'hui, la personne ne peut s'opposer à tout ce qui sera comme décision prise par le gouvernement pour le bien de la population. La preuve en est, aujourd'hui, quand on casse là, il n'y a plus de meute, personne ne vraiment brandit quoi que ce soit pour s'opposer à ça. On laisse faire. Pas parce qu'on a peur ou bien pas parce qu'on sait que bon, tout qu'on fait, ça va rien mener si on essaie de revendiquer. Mais après, quand on s'assoit aussi en réflexion, on se dit que ouais, si les gars disent que c'est par rapport à protéger la population qu'on casse parce que ce sont des zones à risque, on accepte et puis on avance, vous comprenez. Mais je crois que c'est mal fait. C'est mal fait de sorte que il y a des gens même qui se permettent à la télé de dire des choses qui te font comprendre qu'ils n'ont aucune empathie même pour la population en fait. Hein? Quand je prends la zone, moi je suis à la Riviera, quand je prends la zone de Riviera, on a vu les images de 9 kilos avant-hier. La zone de Riviera a un relief en cuvette. Est-ce que vous comprenez? Mais c'est tellement bien d'avoir ce relief-là parce que grâce à ce relief-là, on ne peut pas avoir d'inondation. Grâce à ce relief, on ne peut pas avoir d'inondation. Quand tu prends Abidjan Mall, tu descends, il y a une grosse canalisation entre Abidjan Mall et puis le côté de, comment on appelle le quartier là même là, de l'autre côté là-bas, avant d'arriver à André Malo. Il y a une grosse canalisation en bas là. Quand tu reviens sur le côté ici, il y a une fosse qui passe sous la rue Ministre là. Il y a une fosse qui passe là jusqu'à ça va au niveau de Notre-Dame d'Immaculation, quelque part là-bas. Quand tu vas prendre derrière Chic Shop, il y a une rue qui vient au niveau de Commissaire, la rue de Commissaire pour ceux qui connaissent Palmeraie. Il y a une canalisation qui est remplie et qui sort sur l'eau, ça pue. Et quand j'ai vu ça, je me suis rendu compte que ce n'est pas le seul endroit où tous ces égouts-là sont, il y a eu des branchements d'habitation où le gars, au lieu de faire des formes septiques, il ne fait pas de formes septiques, hein. Il a mis son truc directement, sa force septique directement sur les égouts publics en fait. Moi je crois que il y a un problème, véritable problème de prise de responsabilité. La mairie, que ce soit la mairie, que ce soit, comment on appelle ça, le gouvernement ou bien je ne sais pas quoi, mais les gars ne prennent pas leurs responsabilités à pouvoir vraiment sensibiliser la population et même réagir sur certaines choses. Je vais vous donner une image. Quand vous voyez la descente de Abidjan Mall là, au niveau de 9 kilos là, il y a un caniveau qui est là, qui peut-être même fait 1 mètre de largeur. Ce caniveau là, il y a toujours les bétons qu'on met pour fermer les caniveaux là, qui sont tombés là-dedans. Mais personne ne vient enlever ces bétons. Et lorsque l'eau ruisselle, qu'il y a des ordures là-dedans, ça vient, ça se bloque sur ces bétons et l'eau ne va plus. Et c'est plein comme ça d'Abidjan. Je ne vais pas parler des caniveaux qui sont bouchés, mais les grosses artères qui sont quand même intéressantes à pouvoir évacuer le plus possible d'eau ne sont même pas gérées. Et ça n'inquiète personne. La population ne peut rien faire parce que là, ce sont des trucs qu'on a besoin des engins pour pouvoir soulever. Mais eux-mêmes, ils passent, ils voient. Ils viennent déguerpir les gens qui vont sur la route. Ils passent, ils voient. Mais ils ne réagissent pas. Vous voyez, le problème, comme je le disais, du leader. Un leader, quand il dit que voilà ce que moi je veux et qu'il propose un bon plan et que tout va bien, les gens vont suivre en fait. Les gens vont suivre. Tu ne peux pas venir te lever pour dire que bon, voilà, toi, tu es le leader, tu es là. Et puis tu t'en fous de ce que les autres pensent. Il y a tellement de choses. Tellement de choses. Et je ne vais pas continuer parce que moi, ce que je voulais même dire, je me dis que peut-être que ça n'aura pas de sens
Parce que très souvent, on a vu que quand tu soulèves des débats pertinents, des choses qui vont vraiment à l'endroit de la population, bon, tu es traqué. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui préfèrent même se taire. Parce que tout compte fait, on a l'impression que ça va nulle part. Je crois qu'on ne va pas rester sur les réseaux tout en train de parler. Il faudrait que la jeunesse propose une ligue. Et ça, c'est ce que j'ai comme idée depuis longtemps. Il faudrait que la jeunesse propose une ligue avec des leaders charismatiques qui ne vont pas aller dans un sens d'un parti politique, mais une ligue pour proposer au gouvernement que voilà ce qu'on veut que le gouvernement fasse pour la population. Et je pense qu'avec cette ligue-là, on pourra mieux comprendre ce que la jeunesse veut. Et peut-être même si cette ligue-là même est bien structurée, elle pourra même avoir un effet de ce qu'on appelle comment le gars qui est sur NCI, NCI, Live TV là, son nom m'échappe, qui parle au nom de du parti civil ou bien, je ne sais pas comment on appelle ça. Mais voilà un peu. Consommateurs. Les consommateurs, les consommateurs. Les consommateurs, mais il y a un nom, il y a un nom. Voilà, un peu comme ce que Pulcheni Balé faisait, mais je ne vais pas parler de ce qu'elle faisait. Mais je veux dire que si cette ligue-là, elle est vraiment bien formée, ce n'est pas une affaire d'argent où on va venir bouffer. Nous, là, on vient être un peu comme le contrôleur vis-à-vis de la population à chose qu'on appelle ça au gouvernement. Parce que, sincèrement dit, on peut pas rendre, personne ne nous rend compte. Quand tu demandes un compte, comme l'autre l'a dit là, c'est ton ami. En fait, c'est déplorable, c'est difficile, c'est bizarre, ça fait mal. Parce que tu ne peux pas t'en prendre à qui que ce soit, tu ne peux pas t'en prendre à quelqu'un. En Europe, là, moi je vais finir sur ça pour ne pas m'opposer la parole. Comme l'autre a dit là, tu peux porter plainte. Tu peux porter plainte au gouvernement. Parce que sur la route, en passant là, il y a eu un creux. Ton véhicule est tombé dedans, ça t'a créé une panne. Juste ça, juste ça. Mais ici là, tu vas porter plainte de ça là, à qui? Et puis ça va aller où? C'est le minimum qu'on puisse faire pour la population. Mais la population n'est pas entendue. On est obligé de venir se réconforter entre nous ici sur les réseaux sociaux afin de pouvoir vraiment passer le temps, passer ce petit gaz carbonique en nous qui nous ronge en fait. Je vais m'arrêter là parce que bon, voilà, je crois qu'on n'a que ça à faire. Rester là, pleurnicher, pleurer et puis bon, si Dieu fait grâce un jour qu'il y a quelqu'un pour nous aider, ça va passer. Sinon, c'est difficile. Merci. Merci beaucoup à la prospérité. Merci beaucoup à toi. ONG, tu voulais dire quelque chose? Je voudrais parler. Bon, déjà, merci à tout le monde. Mais il y a des aspects qu'il faut avoir des précisions. Il faut que tous les Ivoiriens sachent que ce n'est pas la mairie qui gère les déchets en Côte d'Ivoire. Ça, la retenez ça. Les déchets sont gérés par l'ANAGED. C'est l'ANAGED qui encaisse tout l'argent du privé. C'est l'ANAGED à qui, s'il y a des gens qui veulent soutenir les entreprises qui payent les principes de pollueur-payeur, c'est l'ANAGED. Ce n'est pas la mairie. C'est pourquoi il dit que pour que les citoyens ivoiriens puissent revendiquer ses droits, il faut y comprendre le fonctionnement des organisations, des structures, des institutions de son pays. Si tu ne comprends pas, tu vas partir parler, ils vont te dire non, mais c'est pas moi. Le maire ne nettoie pas la ville. Le maire peut intervenir en cas d'urgence. Mais ce n'est pas le maire qui nettoie. Il dit que c'est l'ANAGED. L'ANAGED, dans le conseil d'administration de l'ANAGED, là, il y a le représentant de tous les ministères que vous connaissez. Même le président de la République, il est représenté dans le conseil d'administration de l'ANAGED. Ça, retenez ça. Donc, si on veut peut-être faire quelque chose demain, c'est de dire qu'il n'a qu'à changer, qu'on remette au maire. Mais tout qu'on fait là, si les gens ne sont pas de bonne foi, ils ne sont pas de bonne foi. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, le Bennett se charge de tout ce qui est urbanisation, mais de manière générale dans la ville. Maintenant, on rencontre un problème. Le problème, c'est ce qui se débat depuis à la COP 30. Si vous suivez l'actualité de la COP 30, les pays africains demandent que pour qu'ils puissent s'adapter au changement climatique, ils ont besoin d'avoir un appui financier. Parce que selon le discours de nos pays africains, ils n'ont pas de moyens pour faire des égouts, des grands caniveaux modernisés comme en Europe. Mais on leur demande de réserver leur eau, leur forêt. Donc, ils ont besoin d'argent. Voilà pourquoi ils sont en train de débattre souvent à la COP 30. C'est pourquoi le fonds vert venait en Côte d'Ivoire, mais ça ne suffit pas. Mais n'empêche que, moi, personnellement, je dis tout l'argent qu'on met dans le football, là, on ne pouvait pas nous développer nos pays.
Il y a des coins où on déverse de l'argent inutilement, on ne peut pas développer notre pays. Là, je suis d'accord. Mais Mais qui déverse l'argent là? C'est qui? Cet argent? non, c'est les pays développés. Voilà pourquoi les gens disent, on appelle ça des dommages et intérêts. Les pays africains estiment que c'est les pays développés qui polluent, qui ont pollué et aujourd'hui le climat chauffe. Donc, c'est à eux de payer. C'est ce qu'ils appellent, on doit payer les dommages et intérêts. C'est ce débat. C'est ce débat financier, non, je t'explique. C'est ce débat financier qui se passe à la COP 30. Quand vous voyez que toujours qu'on fait, après la COP là, vous voyez qu'on fait le débat toujours, c'est le débat financier. Donc on demande aux pays développés de verser, parce qu'on demande à tous les pays de cotiser. Mais on dit que c'est les pays développés, la Chine, les États-Unis, la France, qui doivent soutenir les pays africains. Puisque dans le rapport du GIEC, il a dit quoi? Il a dit que les régions impactées par le réchauffement climatique, c'est l'Afrique de l'Ouest. Qu'est-ce que tu ne comprends pas? Tu as parlé du football tout à l'heure, n'est-ce pas? Oui. Que l'argent qu'on prend pour organiser les tournois là. Oui, qu'on prend pour partir verser dans les joueurs qui sont en Europe, où ils sont joués Coupe du Monde. Moi, je ne sais pas, ça sert à quoi en fait. Moi, je me dis, ça ne sert à rien. Tout cet argent qu'on leur donne là, des milliards qu'on leur donne, ça apporte quoi à nos pays? Ces choses-là. Moi, c'est ce que moi je dis, ça apporte quoi à nos pays? On a pris la Coupe d'Afrique. On a gagné quoi après la Coupe d'Afrique? Les terrains sont là. C'est nous qui payons l'électricité. C'est nous qui entretenons le terrain. Ça nous sert à quoi, ces terrains qu'on a construits? Ça nous sert à quoi? L'immeuble qu'on a construit, l'on dit la plus haute tour de l'Afrique de l'Ouest, de l'Afrique qui est au plateau là, ça apporte quoi à la Côte d'Ivoire? Moi, je trouve que c'est de l'argent gaspillé. Il y a des réalités qui sont là en fait. Tu comprends? Donc maintenant, je vais continuer. Maintenant, dans le système de drainage, moi je suis d'accord avec vous, mais le système de drainage des quartiers ne dépend pas, mon gars. Le système de drainage des quartiers ne dépend pas du bien-être. C'est ça le déphasage. Parce que quand le promoteur immobilier, il fait un lotissement, il prend son plan de masse, il s'en va faire approuver par le ministère de la Construction. Quand le ministère, avant que le ministère approuve le plan de masse, le ministère devait se rassurer qu'il y a un système de drainage d'eau usée. Mais il ne se rassurerait, moi comme ça, à Bata dans mon quartier, où il y a les conseils régionaux, où il y a les cadres. Il n'y a pas de drainage dans le quartier. Chacun se débrouille pour gérer ses eaux usées. Pendant que celui qui est le promoteur immobilier, il est aujourd'hui, je ne sais pas s'il a changé, mais il est aujourd'hui le président comment on appelle ça, de l'ordre des promoteurs immobiliers de Côte d'Ivoire. Mais il fait un quartier où lui-même il habite, il n'y a pas de système de drainage d'eau usée. Mais malgré ça, le quartier là, il y a ACD dessus, ça a été approuvé. Il y a les cadres qui habitent, il y a pas plein de cadres qui habitent là-bas, des ministres, des DG de ministres. Mais il n'y a pas de ce drainage. Même l'autre ministre, derrière lui là-bas, il y a un gros trou. Un gros trou. Depuis on a écrit à l'AG route pour qu'il nous aide à aménager. On a envoyé des courriers, zéro. ONG, il y a une question pour toi, pardon. Je vais vous poser la question. Ok, tu as dit tout à l'heure que la mairie, par rapport à l'aménagement et à la propriété d'une ville, là, que la mairie n'a rien à voir dedans. Je ne me trompe pas. Non, il dit que ce n'est pas la mairie qui gère. Ok, bon, quel est le rôle de la mairie alors? Au niveau de l'espace public, là, quel est le rôle de la mairie? Le rôle de la mairie au niveau de l'espace public. La mairie, d'abord, la mairie, par exemple, vous voyez que la mairie encaisse les tasses, les impôts, la mairie gère les marchés. Oui, c'est la mairie qui fait ça. Tout ce que vous voyez dans les trucs là, c'est la mairie. Maintenant, le maire, il est la collectivité territoriale, lui, il représente la population. Mais en dehors de la gestion des déchets, c'est ce que je veux vous te dire, en dehors de la gestion des déchets, le maire gère le reste. Mais la gestion des déchets là, dans le système ivoirien, c'est l'ANAGED. C'est dans la gestion des déchets en Côte d'Ivoire. C'est l'ANAGED qui gère. Pas de prendre l'arrêté qui a créé l'ANAGED. L'arrêté est là. Vous tapez arrêté qui a créé, arrêté de création de l'ANAGED. Ils vont vous dire ce que l'ANAGED fait. Ok, bon, moi, je ne sais pas si c'est en Côte d'Ivoire, mais au niveau de l'espace public, là, la mairie,
a pour rôle, non? Ça va Oui, prendre la mairie budget gère tout ce qui est espace public. d'entretenir les voies, les routes et autres. C'est-à-dire, ils sont là pour Non, aussi la gestion de tout ce qui est déchets et autres, là, au niveau des espaces non. publics. Hein. Je sais pas si en Côte d'Ivoire, là, il y a une structure là-bas qui est chargée de ça, pour tout le pays. Mais la mairie, c'est ce qui est expliqué. le rôle de la mairie, là, au niveau de l'espace public, là, c'est la gestion, au moins, sur l'entretien des voies. Écoute, Mais, il t'a oui. réexpliqué. Dans le code de l'environnement, c'est pas la mairie. Écoutez-moi bien, ça c'est un fait. C'est pas que les gens peuvent débattre dessus. Tu n'as qu'à chercher le rôle de l'ANAGED. Ils vont te dire tout ce qu'ils font. Il y a l'arrêté de questions de l'ANAGED qui est là. Ça c'est pas, on ne peut pas en débattre en fait. La mairie là, En fait, il gère tout ce qui est. Non, j'ai expliqué ça. La mairie gère c'est vrai, en tout ce fait. qui est espace public. La mairie gère tout ce qui est espace public dans la commune. La gestion des déchets est mise à la disposition de l'ANAGED qui réfléchit au système, à la stratégie de gestion des déchets. C'est l'ANAGED qui collabore avec Ecotissa que vous voyez. Toutes les structures que vous voyez ramassent les déchets, même les sous-traitants là, c'est l'ANAGED qui collabore avec eux. Maintenant, le code de l'environnement dit quoi? Il dit si un citoyen constate un problème environnemental dans son quartier, il fait recours au premier, comment on appelle ça, à la collectivité territoriale qui est plus proche. La collectivité territoriale qui est plus proche, c'est la mairie. Mais la mairie n'a pas de moyens financiers pour gérer ça. Il n'y a pas de budget qui est octroyé à la mairie pour gérer ça. Mais, une nuance, la mairie peut prendre souvent la charge de gérer les urgences. Mais c'est pas la mairie, le système ivoirien, c'est pas la mairie. C'est pas le maire qui gère les déchets. C'est l'ANAGED. Ah, ok, je vois, merci. Ok. Tu vois un peu, Ok. donc. Maintenant, dans les quartiers, pardon, je suis ici, dans les quartiers, en Côte d'Ivoire, là, comment on appelle ça là? Le truc des architectes là. Le Bénet. En Côte d'Ivoire, le Bénet fait l'urbanisation du pays. Mais, comment ça se passe? Parce que moi, c'est fait dans le lotissement là. Quand un promoteur immobilier, il s'en va découper un quartier, ce qu'on appelle le morcellement, il négocie lui-même avec les villageois, il fait le morcellement. Avant de venir vendre un terrain à quelqu'un, il faut que le terrain soit approuvé par le ministère de la Construction. Donc quand il finit de faire le morcellement, il va faire la demande de l'approbation. Voilà pourquoi on demande à tout citoyen d'abord de payer le terrain approuvé. Donc quand il fait l'approbation, le ministère ivoirien de la Construction reconnaît que lui là, son morcellement qu'il a fait, son lotissement là, c'est bon. Ça remplit toutes les conditions. Ça veut dire quoi? Il a fait un système de drainage. 2, il a laissé un espace pour l'école. 3, il a laissé un espace pour le marché. 4, il a laissé un espace vert. Mais dans les faits, quand on finit d'approuver un quartier et qu'on se rend compte que le promoteur immobilier, il n'y a pas de système de drainage dans le quartier. J'ai pris l'exemple de mon quartier à Bata où il y a beaucoup de cadres. Il n'y a pas zéro système de drainage. Chacun se débrouille pour gérer ses eaux usées. Mais le monsieur, il a obtenu l'approbation et le quartier est habité. Mais ce n'est pas viabilisé. Du coup, tous ces déchets qui sont produits dans le quartier se déversent où? Soit dans la lagune, soit dans les rues. C'est là le problème. Mais ça, c'est pas le Bénet. Ça, c'est le ministère. Non, je ne suis pas d'accord avec toi. Je vais te poser une question. Ok, je viens. Parce que en Côte d'Ivoire, le problème qu'on a en Côte d'Ivoire, c'est le suivi. Les choses sont là. Les gens ne suivent pas. Est-ce qu'un quartier qu'on doit faire approuver, un lotissement qui doit être approuvé là, on s'assoit dans le bureau pour approuver ou on vient sur le terrain pour voir? C'est ça. Et il y a des quartiers à Bobo où on doit faire une activité. Ils ont zéro système de drainage. Écoutez bien, ils ont zéro décharge, ils ont zéro bac à ordures. Même les entreprises qui ramassent les ordures ne passent même pas là-bas. Donc chacun se débrouille pour mettre ses ordures dans les rues. Ça gêne, mais il faut avec. Maintenant, ce que je déploie avant que le précise sur le Bénet, vous allez voir tout à l'heure. Mais ce que je déploie, c'est que malgré ça, la jeunesse est là. Ils voient le problème, mais eux, ils préfèrent être amis avec une autorité, organiser des tournois, faire des parrainages, au lieu d'écrire un courrier à la municipalité. Même si ce n'est pas eux, écrire un courrier à l'ANAGED, écrire un courrier au ministère de l'Environnement pour expliquer le problème. Ils sont assis. Mais je suis d'accord pour ceux qui estiment que
L'État Merci. ivoirien doit faire son travail. Et moi, je pense que c'est ce qu'il doit faire. Ils doivent sanctionner ceux qui salissent, mais ils doivent aussi apporter des solutions à ceux qui en ont besoin. Et ceux qui parce que le problème du déchet que vous voyez là, c'est tout un système. Les gens, à tous les niveaux, les gens sont négligents ou ils sont corrompus. Ça impacte réellement ce travail. Et voilà pourquoi au final, nos pays n'arrivent plus à s'adapter. On a des inondations partout et tout le monde en souffre. Il y a laissé, on est là à parler, comme elle voulait préciser quelque chose. Oui, merci, ONG. Parce que là, en fait, quand on parle du Bénin, en fait, et tu dis que dans les quartiers, le Bénin n'a rien à voir, tout et tout. Excuse-moi, mais je ne suis pas d'accord avec toi. Parce que quand on décide, en fait, de faire une ville, en fait, normalement, il faut une cartographie bien détaillée, une maquette de la ville. On sait tout ce qui se passe dans la ville, que ce soit au-dessus comme en dessous. Parce que on peut pas dire que même dans le plus petit quartier, en fait, il faut un plan d'évacuation des eaux usées publiques. Et c'est quoi? C'est que c'est le Bénet, en fait, quand il est responsable de l'urbanisation, il est responsable de tout. Tout ce qui est espace vert, la végétation, il faut penser à tous ces plans-là. C'est des gens. Donc, si tu trouves que quand on viabilise un espace, on se dit, bon, on va vendre ce terrain approuvé. Mais c'est que, tu sais, ce qui est relatif, c'est que dans cette ville-là, tu vas voir en fait un standard de construction. En Côte d'Ivoire, il fait chaud, mais il n'y a pas de grandes fenêtres. Les maisons ont de petites fenêtres. Pour des gens, c'est normal. Mais pour des gens qui sont dans d'autres pays, ils vont savoir qu'il faut faire des grandes fenêtres, il faut faire des ouvertures, tout ça. C'est que les standards, pour ces gens qui sont fonctionnaires, ils vont trouver que approuver ce terrain-là, il a mis des poteaux électriques. Ok, c'est bon. Ça suffit pour quelqu'un qui se retrouve que à Abidjan. Mais quelqu'un qui a voyagé dans plusieurs pays, qui est parti dans des pays où il y a le désert, il y a des zones, des zones où il y a des fautes pluviométriques, il aura d'autres standards. Donc, quand j'ai parlé du Bénet, en fait, c'est parce que le Bénet est responsable de tout ça. Même dans le plus petit quartier, il faut qu'il y ait des égouts. Les ruelles ont besoin d'égouts. Il faut évacuer les eaux usées. Il faut que tous ces canaux, il faut créer des canaux aussi, il faut créer des canaux qui vont aller rejoindre la lagune, tout et tout à Abidjan. Même dans les villages, il y a des petits cours d'eau, tout ça. Il faut évaluer toutes ces choses-là. C'est des trucs que des ingénieurs s'asseyent et ils pensent pour une ville, pour même un village. Parce que ce qui sauve au village aussi, c'est juste la végétation. Donc quand tu dis le Bénet n'a rien à voir avec ça, je ne te suis pas. Non, Ok, le Bénet on est est là. responsable de tout ça. On est là, ce que tu dis est vrai. Moi, je suis d'accord avec toi. Je vais vous dire une chose ici encore. Le problème en Côte d'Ivoire, c'est l'application des règles. Je On a vous déjà dis, en Côte discuté sur d'Ivoire, ça sur un autre panel. oui, Donc, voilà, oui, il t'explique encore. En Côte d'Ivoire, il est interdit, écoutez bien, il est strictement interdit de déverser des eaux usées dans la lagune sans les traiter. mais il faut des Sans les traiter. La loi est votée, non? avant de déverser les eaux usées dans la lagune. On va pas te dire directement qu'il faut faire des stations de traitement, ça c'est normal. Oui, je viens. Je vais t'expliquer maintenant. En fait, je fais un lien Donc, je te dis, quand on fait un canal, on traite d'abord les eaux pour aller les déverser. Mais tout quand on fait les eaux, ils vont se déverser jusqu'à la mer. Effectivement. Je te donne un exemple, quand tu vois s'il y a un égout, on écrit ici commence la mer. Et c'est comme ça. Oui, c'est ce qu'on dit. Maintenant, écoute, moi, je vais t'expliquer maintenant Côte d'Ivoire. Je vais t'expliquer Côte d'Ivoire. Ici, là, le Bénet, ils font le plan d'urbanisation. Voilà pourquoi, pour que toi, tu puisses faire un lotissement, tu dois avoir ce qu'on appelle le plan cadastral. Le plan cadastral te dit comment les choses sont faites. Donc, quand tu fais ton lotissement là, l'antenne du ministère de la Construction qui est là où tu es là, ils prennent ton plan, ils font un croisement, le plan cadastral, pour voir est-ce que ton plan là est adapté au plan cadastral. Maintenant, pour que ton lotissement soit approuvé, tu vas faire les VRD. Tu vas avoir des ingénieurs urbanistes, écoutez-moi bien, des ingénieurs urbanistes qui vont prévoir tout ça dans le plan. Donc, quand le dossier arrive au ministère, le monsieur, il a tout prévu.
caniveau qui va partir croiser, le caniveau qui a été fait par l'État de Côte d'Ivoire, tout est prévu dans son plan. Tout ça, en fait, c'est ce que je suis en train de te faire comprendre. Je vais te faire comprendre que même ces plans-là ont encore des failles. C'est que le standard, même pour celui qui reçoit même ça, il va approuver peut-être un caniveau, mais je t'ai dit que les caniveaux sont aussi dangereux pour nous et sont aussi... En fait, il faut une certaine profondeur parce que nous avons une pluviométrie élevée. Avant de savoir quel caniveau il convient pour un quartier, là, il faut évaluer, il faut voir les débits, il faut voir des météorologues, il faut voir tout ça avant de penser un plan. Donc, c'est pour te dire que quand ce plan même qu'il donne, pour quelqu'un qui n'est même pas parti ailleurs pour voir comment les autres font, il va trouver que ça suffit. Quelqu'un qui a l'habitude de manger du riz sans assaisonnement, il va trouver que le riz fait à l'eau, c'est le meilleur. Mais quand... C'est vrai, tu as raison. Donc, c'est comme ça, c'est que les standards, en fait, pour certains, ils vont dire, le quartier est joli, il y a des caniveaux. Mais non, il n'y a pas de trottoir. Ils ont mis le goudron, le pourquoi est devenu joli, mais il n'y a pas de trottoir. On ne pense pas aux personnes handicapées en fauteuil roulant. En fait, on ne pense pas aux aveugles qui sont déplacés. En fait, Oléa, ce que tu dis est vrai. C'est vrai, mais mieux, avant même d'arriver sur le caniveau qui est petit là, le petit caniveau qui présente, ils ne font pas. Oui, mais c'est pour le petit caniveau qu'ils vont présenter. Laisse-moi finir. Voilà pourquoi il parle du suivi. Du suivi en Côte d'Ivoire là. Il y a toutes les règles, il y a toutes les structures. Même le petit caniveau qu'ils vont présenter, les VRD, le plan d'urbanisation, parce que je vous dis qu'on prend les spécialistes en environnement, tout ça c'est dans le code de l'environnement. Hein. Tout ce qui est dit là. Ces spécialistes ont le diplôme, mais n'ont pas la compétence. Faire approuver là. On dit qu'il faut prendre un expert, parce qu'on suppose qu'un expert, il a au moins visé les pays, il quand même charge du sol. Voilà pourquoi même en Côte d'Ivoire, pour avoir le permis de construire, il faut faire ton plan par un expert architecte. Pas un architecte simple, un expert architecte. Mais malgré ça là, ce qui est présenté, d'abord n'est pas respecté, et mieux, souvent c'est pas présenté et les gens corrompent. D'abord, c'est les deux problèmes pour moi qu'il faut résoudre. Du coup, dès lors qu'on fait les quartiers, il y a un déphasage entre le plan qui est présenté au ministère et la réalité dans les quartiers. Personne ne vérifie. Maintenant, là où je te suis, eh bien, là où moi je te rejoins, c'est que maintenant, vu qu'on est dans le réchauffement climatique, il faut agrandir les caniveaux. Il faut faire créer des égouts. Il faut moderniser nos caniveaux. Mais c'est là que se situe maintenant le débat. Est-ce que je suis en train de vous dire? Je ne sais pas s'il y a des fonctions versées à nos pays africains. Maintenant, il y a un problème de priorité en Côte d'Ivoire parce qu'il y a la priorité et il y a l'argent qui manque. Selon les pays africains, il pleut beaucoup. C'est vrai, les caniveaux sont petits, le pays reconnaît. Il faut les agrandir, il faut les moderniser, il faut même les fermer, comme en Europe. Mais ils disent que leur pays n'a pas de moyens. Excuse-moi, mais là, c'est une blague, en fait. Là, on vient de découvrir un gisement de pétrole. Combien de barils vont sortir de là? Tu vas venir me dire qu'il n'y a pas de fonds. Excuse-moi, mais l'Africain aime trop être assisté. Parce que... Non, mais c'est le débat. Ça, c'est pas moi qui crée. En fait, tu sais, tout ce qui est... Mais ça, c'est pas moi qui crée. Non, ça, on peut débattre, mais c'est pas moi qui crée. Oui, mais c'est ça, je te dis. Ça, on peut débattre, mais c'est pas moi qui crée. C'est un problème que tous les jours, vous entendez ça à la COP. À la COP, là, le débat qui fait l'actualité, c'est le débat financier. Tout ce qui est non, c'est pas moi qui crée ça. Réchauffement climatique, j'ai déjà travaillé sur des projets sur ça. C'est pour te dire qu'on a des pays qui sont des grands pollueurs, oui. Mais on ne va pas attendre ces pays-là d'abord avant de dire que depuis 1960 à 2026, on n'a pas été censé même établir un plan pour des canaux en Côte d'Ivoire. Excuse-moi, on ne va pas attendre qu'ils fassent une réunion entre eux pour venir décider qu'on doit avoir des égouts chez nous. On découvre des milliers. Bon, ça devait maintenant être des priorités pour nos pays. Non, mais c'est ça. Ils sont en train de construire une tour de combien de mètres, mais il n'y a pas de... Bon, ça, c'est à nous maintenant de voir, c'est à nous d'interagir. Je te dis que quand tu de partir faire ce qu'il a fait. Donc, c'est à la jeunesse de s'élever. Les pays africains n'ont pas d'argent pour venir. Il faut que... Donc, c'est eux qui vont venir maintenant construire des caniveaux pour nous, des égouts pour nous. Mais c'est une blague, en fait. D'accord. Les gens parlent souvent de... comment on appelle? On n'a pas la manière
selon ce que j'entends souvent, hein, même dans mon live ici, les gens souvent ils viennent dire ça, souvent ça m'énerve, mais bon, comme moi je ne suis jamais informé, bon pas jamais, mais je ne connais pas tout, donc souvent ça m'arrive aussi moi-même de chercher des informations. Par quelle voie, par quel moyen on peut revendiquer? Parce que moi j'ai jamais entendu que, avec tout ce que nous faisons sur la toile là, on dit on nous entend pas, qu'il y a une route, on prend pour, comment on appelle, pour revendiquer. Il y a des choses souvent, moi, bon, oui, allez-y, allez-y. Il y a de répondre à ça. Moi, personnellement, je comprends qu'il y a aussi la mauvaise foi chez nos dirigeants. D'abord, parce qu'on ne peut pas parler de ceux qui ont passé, on parle de ceux qui sont là. À ceux qui sont là, parce que les gens veulent qu'on revienne tous. Il y a une mauvaise foi. Mais vous savez, en tant que jeune, face à une situation difficile, on doit trouver des solutions. Face à une situation difficile, en tant que jeune, on doit trouver des solutions. Normalement, en tant que jeune, si on nous empêche de marcher, c'est à nous de réfléchir à comment on peut revendiquer sans marcher. Moi, par exemple, personnellement, et ça, je vous le dis officiellement, j'ai compris qu'il faut trouver nos stratégies. Savoir comment on présente les choses à l'Assemblée nationale. Parce que là-bas, là, tout le monde peut rentrer. Merci beaucoup. En tout cas, j'ai... Là-bas, là, merci Onéa, merci. Onéa, toi, tu es bien. On est à la stratégie. Et bon, au revoir. Bonne journée, Onéa. Et je m'abonne à toi. Mais ONG, je ne suis pas abonné à toi aussi. Donc, si tu as le temps et que tu... Monsieur, expliquez-nous comment revendiquer, hein, parce que pour ma part, le problème que vous parlez là... Je viens. Moi, ce que je vais dire... Attendez, je termine. C'est un problème qui est récurrent en Côte d'Ivoire. J'avais déjà fait des études dessus concernant, par exemple, Sangon. Parce que moi, j'habite à Sangon. J'avais déjà fait des études pour pouvoir résoudre le problème d'inondation à Sangon. On ne m'a jamais écouté, monsieur. J'ai déjà tout envoyé à titre gratuitement parce que je travaille dans ce qu'on appelle les égouts. Les égouts, ça n'existe pas en Côte d'Ivoire. Ou bien si vous voulez la VRD ou le réseau de renouvellement des eaux, le seul endroit, je dis bien, le seul endroit où ça a été fait en Côte d'Ivoire, c'est au 43e Bima. Tout le reste, ça a été une véritable catastrophe. Donc, je vous dis bien, moi, je travaille dans les égouts. Hein, je peux vous expliquer comment ça fonctionne un peu. J'avais déjà fait un plan de Sangon. On ne m'a jamais écouté, monsieur. Alors, dites-nous comment revendiquer. Merci, MG. Moi, je suis d'accord avec toutes les frustrations. Mais comme je le dis toujours, face à une difficulté, il ne faut pas baisser les bras. Il faut se battre. Et quand tu te bats d'une manière et que les gens ne veulent pas te laisser vivre, il faut aussi chercher à te battre d'une autre façon. Ça ne veut pas dire que c'est la seule façon de se battre. Ça ne veut pas dire que c'est la seule façon de lutter. Moi, personnellement, aujourd'hui, là, non, nous sommes des jeunes, on est sur le panel, on est vrai. Même au Sasso, toi, tu es sûr qu'aujourd'hui, si tu as marché contre quelqu'un, ils vont accepter que tu marches. Ils n'ont pas accepté. Personne ne va accepter de te laisser marcher. Non, ça, c'est clair. Non, je viens. À moins qu'on décide de sacrifier nos vies. Mais personne ne va laisser un jeune, quelqu'un marcher. Pourquoi que ce soit? Parce qu'ils estiment que si tu marches pour un petit problème, ça va encourager les autres à marcher pour un autre problème. Mais donc les marches là. Donc ça veut dire qu'on ne doit plus marcher. La marche n'existe plus en Côte d'Ivoire. Bon, il y a des gens qui veulent parler, c'est pas qui veulent parler, moi je sais pas. Avec ce que tu dis là, en fin de compte, c'est une manière d'éteindre les esprits brillants. Parce que qu'est-ce qui va se passer? Tous ces gens vont quitter la Côte d'Ivoire. Tu sais, les pays d'Afrique, là, moi je le dis toujours et c'est vrai, les gens qui sont forts, ceux qui sont brillants, ceux qui sont courageux, mais depuis longtemps, ils ont quitté le continent, ONG. Ils ont quitté le continent parce qu'ils n'ont pas que ça à faire. Ils vont ailleurs. Tu as bien vu, quand tu regardes les pays occidentaux, là, les ingénieurs africains sont là-bas, pourtant dans un pays, on a besoin d'ingénieurs. Les médecins africains sont là-bas, pourtant dans un pays, on a besoin de médecins. Tous les valides, tous les bras forts, ils vont à l'étranger. Donc, qu'est-ce qui se passe, ONG? Ben, le pays va tomber. C'est-à-dire, chacun va faire n'importe quoi. C'est ce qui arrive dans nos pays. Ben oui. Ça se met dessus. Ça se met dessus. On va être dessus. Comment il s'appelle là? Moi j'ai un problème. J'entends souvent les gens disent qu'il y a la mauvaise manière de revendiquer que nous faisons. Ok, j'ai compris. Quelle est la bonne manière? Moi, j'ai jamais... Non, il n'y a pas de bonne manière. Non. La meilleure manière de revendiquer, écoute, la meilleure... S'il n'y a pas de mauvaise manière, pourquoi il y a de bonnes manières?
Merci. Non, ça c'est moi, je trouve que les gens ne comprennent pas et c'est une mauvaise manière de voir les choses. La bonne manière de marcher dans un pays démocrate, c'est de marcher selon la loi. Les libertés des marches, c'est une manière de manifester. Ça, c'est reconnu selon la loi. Aussi, proposer des solutions à l'Assemblée nationale, c'est reconnu devant la loi. Il y a plusieurs manières. Il n'y a pas de bonne. La bonne, là, les bonnes manières, c'est les manières qui sont reconnues par nos lois. Et tant que la manière de faire est reconnue par notre loi, c'est la bonne manière. Maintenant, il y a une nuance. Maintenant, si on t'empêche d'appliquer une façon reconnue par la loi, c'est à toi de développer une autre façon. Parce que moi, j'ai mal, parce que MG, par exemple, MG, faut m'écrire un PV, on doit poser. Moi, par exemple, là, moi je dis que dans la vie, il ne faut pas abandonner ses rêves. Il ne faudrait pas que nous, les jeunes Africains, on décide d'abandonner nos pays parce qu'on ne veut pas nous écouter. Parce qu'on a proposé, ils n'ont pas accepté, parce qu'ils ont de mauvaises foi, donc on s'en va. Moi, je pense que si nous tous on abandonne nos pays, on ne pourra pas les développer. Mais vraiment, il faudrait qu'on réfléchisse toujours à d'autres solutions. Et moi, il y a des solutions, mais ça de réfléchir à ça. D'accord, ONG. Regarde un peu au Burkina concernant les histoires de Canal, quand les gens, et quand le président Ibrahim Traoré a pris, comment on appelle, a même sanctionné, oui, a même sanctionné Canal Plus par exemple. Est-ce que les gens se sont pas plaints en Côte d'Ivoire ici? Est-ce que les gens se sont pas plaints de la cherté de la vie en Côte d'Ivoire ici? Est-ce que les gens se sont pas plaints de cette histoire de casser maison là en Côte d'Ivoire ici? Mais par quel moyen ils veulent que on se plaigne? Par quel moyen ils veulent qu'on se plaigne? Qu'on aille taper la porte pour leur dire que non, vous êtes en train de casser maison des gens? Ou bien par quel moyen ils veulent qu'on fasse? Par quel moyen? Ou bien au Burkina Faso, là, quand le président Ibrahim Traoré, pour cette histoire de Canal+, où même il a sanctionné Canal+, là, est-ce que par cette est-ce que les gens ont fait d'une autre manière pour aller vers lui, et puis lui, maintenant, il est sorti sur la toile? Mais non, c'est parce que les gens se sont plaints sur les réseaux. Aujourd'hui, on nous a facilité la tâche. C'est ça là qu'on nous a facilité. Aujourd'hui, là, tout ce qu'on dit là, tu penses qu'ils n'entendent pas? Donc, toi, tu entends, toi, ONG, tu entends, mais eux, ils n'entendent pas. Et Saxo, j'aimerais dire quelque chose. Tu sais, un combat pacifique, là, ça dépend. Si celui qui est au pouvoir, ça dépend de la manière il est venu au pouvoir. Si au début, quelqu'un a pris des armes pour venir au pouvoir, il ne peut pas écouter les gens qui mènent un combat pacifique. Moi, je pense que c'est ce qui est le problème. Quand tu organises une marche, on dit non, tu fais le trouble à l'ordre public. Donc, il y a un leader, il y a Charles Rodel qui a fait une marche par rapport à la cherté de la vie. On dit il a troublé l'ordre public. Ils l'ont mis en prison. Bon, même si quelqu'un fait une marche pacifique et spontanée, il n'a pas eu la permission de la préfecture. Ça dépend de comment cette marche-là est organisée. Est-ce que la marche est violente ou bien elle est pacifique? Même si elle est spontanée, la police peut l'encadrer. Mais tellement que le pouvoir s'est mis la peur dans le cœur des Ivoiriens en trouvant des chefs d'accusation farfelus, troubles à l'ordre public, atteinte à la sécurité de l'État, ça c'est leur chanson chaque jour. Aujourd'hui, chacun préfère se vider sur les panels des TikTok et chacun préfère se plaindre dans les salons. Et aujourd'hui, on ne peut plus organiser une marche où les gens vont se lever pour aller à la préfecture d'Abidjan ou bien ils vont aller dans les lieux emblématiques pour dire nous ne sommes pas d'accord avec ces faits-là. Peut-être que ce sont les partisans du pouvoir seuls qui le font parce qu'ils ont organisé des marches par rapport au discours de Pacheco. Je ne sais pas qu'ils ont eu une demande, une permission de la préfecture de police. Ils ont organisé une marche de la paix à Korogo. Mais concernant quelqu'un qui est opposé, qui va organiser une marche pacifique, on trouvera toujours qu'il est contre le pouvoir, il veut organiser un coup d'État. Donc il n'y a pas d'opposant alors. On ne doit plus être opposant. Bon,
Ce qu'on fait sur TikTok là, on critique, on dénonce. Peut-être s'ils nous écoutent, ils vont nous appeler pour nous emmener en prison. Je ne sais pas. ONG, Le gouvernement, pour répondre, ouais. ONG, Voilà, non, mais c'est par quel moyen on écoute les gens. Il faut me dire, moi je vais mener la procédure là, à partir d'aujourd'hui. Non, Je vais mener cette voilà. procédure. Le gouvernement est parfaitement au courant de toutes ces frustrations de la jeunesse, toutes ces revendications, tout ce qui peut se passer, ils sont parfaitement au courant. Alors, la vraie question est, pourquoi ils ne répondent pas aux aspirations de la population? C'est ça la vraie question. Et c'est la question que tout le monde a posée tout à l'heure à ONG. Mais ONG a demandé de distraire la parole. Le gouvernement est parfaitement au courant. Je suis désolé. Okay. Regardez, là, il y a les... Ouais. Non, Voilà, mais je voudrais vous laisse- répondre. Ouais, là, regarde, là, il y a les... Les autres Là, il y a parlent les... répondre à ça. C'est pourquoi ils vous les laissez parler en fait. Donc, c'est pas parce que je suis pas là. Ouais, d'accord, voilà. Donc, on attend que ONG nous donne des solutions, ou alors comment faire, parce que Merci. ONG, voilà. Ok. Comment il s'appelle? Avant Il veut donner des solutions. que ONG ne donne les solutions là, en une minute, j'aimerais dire quelque chose. Voici le déguerpissement de Koumassi Campement, où ils sont allés détruire 34 hectares où les Ivoiriens, les personnes, les êtres humains étaient en train de vivre paisiblement. Et on a envoyé comme des cargos de policiers et on vient nous dire que le gouvernement n'est pas au courant, que les papiers que le monsieur a montré, que la justice a signé, que le ministre a signé, ces papiers-là ne sont pas valables. Bon, on s'est dit que non, qu'est-ce qui se passe en Côte d'Ivoire? Parce que avant qu'un policier n'aille sur un terrain là, il a toujours un ordre de mission. C'est quelqu'un, c'est l'autorité qui dit, ok, il y a un déguerpissement qui doit avoir lieu à Koumassi Campement. Donc, on a besoin de 50 cargos ou bien 10 000 cargos parce que les populations qui sont là-bas peut-être ne vont pas accepter. Donc, par rapport à ça, on va tenir compte du nombre de cargos qu'on va envoyer. Maintenant, le document qu'on nous présente, on va authentifier le document d'abord. On va identifier le document. Est-ce que le document que la personne présente pour faire le déguerpissement est valable? Est-ce que ce document-là est authentique? C'est avec toutes ces observations-là que la police va aller se rendre sur le terrain. Maintenant, l'entreprise qui a été choisie avec ses engins pour faire le déguerpissement, l'entreprise aussi va vérifier, ah, je m'avais détruit des maisons. Est-ce que le papier qu'on me montre là est valable? Donc, ils ont tenu compte de tout ça et la police a encerclé le lieu. On dit même que, comme je ne suis pas à Abidjan, on dit que les gens même n'ont pas eu le temps d'enlever les effets personnels. Il y a d'autres même qui étaient encore dans leur maison et ils sont venus pour casser. Donc, personne ne peut me dire que non, le gouvernement n'était pas au courant. Parce que c'est les commissaires qui ont donné les autorisations là. Ils ont reçu les autorisations du ministère de l'Intérieur et le ministère de l'Intérieur a reçu les autorisations du gouvernement et le gouvernement a reçu les autorisations du président de la République. Donc, je pense qu'ils l'ont fait sciemment. Parce qu'une personne ne peut pas être propriétaire de 34 hectares à Abidjan. Donc, moi, je pense que c'est de la malhonnêteté et on ne fait pas le bien des Ivoiriens. Merci. Hubert, merci. Aucun État, pour être clair sur ça, aucun État ne peut dire qu'on vient de déguerpir 20 000 personnes ne sont pas informées. Ça ne peut pas se faire. Si ça se fait, ça veut dire que nous, on doit fuir le pays. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, on ne peut pas déguerpir 20 000 personnes. Même la décision de justice, la grosse qu'il a envoyée là, pour le déguerpissement là, quand ça touche 20 000 personnes, on envoie même jusqu'au tribunal pour vérifier. Et ça fait toute la procédure au ministère de la Justice, au ministère de l'Intérieur, ça peut arriver même au Conseil des ministres. Parce que normalement, ça touche
un grand nombre de populations. Ce n'est pas 2, 3 maisons. Mais mieux, ce qui est arrivé à Koumassi n'est pas nouveau en Côte d'Ivoire. C'est ce qui est arrivé à Djamé Village. À Djamé Village, ce qui s'est passé, mais c'est passé inaperçu. Moi, je suis allé là-bas. À Djamé Village, ils ont cassé, ils avaient dit 30 mètres après le bitume. Les gens ne voulaient pas, mais ils sont pas dit qu'à 70 mètres. Donc ça, c'est pas nouveau. Donc ça pose un problème de fond. C'est là que je vais commencer à proposer mes solutions. Maintenant, pardonnez, mes solutions là ne sont pas forcément vraies, mais c'est comme ça, moi, j'ai réfléchi et je pense que c'est la bonne manière de faire. La première des choses qu'on doit faire, au lieu d'attaquer même celui qui est en haut, qui est difficile à attaquer là, regardez, il y a le Conseil national de la jeunesse en Côte d'Ivoire. Ils font quoi? Ils font qu'un travail. Le président de la jeunesse là, CNJ là, il va qu'un travail. Il y a la Fédération nationale de la jeunesse, FENUGESI. Les deux, les font qu'un travail. Ils font zéro travail. Mais nous, les jeunes, on s'est désengagé de toutes ces structures-là et on fait régler les problèmes qui sont en haut là-bas. Mais ceux qui doivent parler pour nous, ils parlent. Maintenant, CNJ est là, dans nos villages, dans nos quartiers, dans tous les quartiers de Côte d'Ivoire, il y a un représentant de CNJ. Mais pourquoi nous, on laisse tous ces bureaux-là à la charge des personnes incompétentes? Laissez ce mes solutions proposées. Moi, pour moi, si tu n'arrives pas à résoudre le gros problème, résous le petit problème. Si tu n'arrives pas à résoudre le problème d'une ville, d'un village, résous le problème dans ta famille d'abord. Mais si nous, on donne notre jeunesse à des personnes qui ne nous défendent pas, qui ne parlent d'aucun sujet qui nous touche, mais on veut quoi? Donc moi, pour ma première solution, tout ce qui est bureau de jeunesse, depuis ton village jusqu'au bureau de jeunesse national là, nous tous qui sommes jeunes conscients, on doit accepter de postuler là-bas. Si tu n'as pas gagné commune, tu peux gagner village. Ça, c'est la première solution. Deuxième solution, à l'Assemblée nationale, là, vous savez que la société civile peut venir proposer des solutions, non? Qui sait ça ici? À l'Assemblée nationale. À l'Assemblée nationale, là, partez pour des renseignements là-bas. Même si tu as une petite association, tu peux partir participer au plénière là-bas. Tu peux rédiger. Il te suffit juste de connaître un ancien député, un ancien maire qui va t'expliquer comment les communes fonctionnent, qui va t'expliquer comment les députés proposent des lois ou des projets. Mais tu fais la même chose pour déposer là-bas. Quand tu viens parler là, tu parles avec expérience et procédure. Mais non, on n'arrive pas à atteindre le haut. Mais on peut atteindre le bas. On peut participer au débat à l'Assemblée nationale. On peut participer parce que le président de la jeunesse, il participe au débat au conseil national, au conseil régional, il participe au débat au conseil municipal. Donc moi je pense qu'à ce niveau, on peut. Maintenant, écoutez-moi bien ce qu'il va dire maintenant, quand vous avez occupé, même le gars qui est à la télé là, qui gère le bureau des consommateurs là, mais c'est des choses qu'on néglige. Mais c'est important, même la présence des femmes de ton quartier, c'est des choses qu'on néglige, mais qui sont importantes. C'est quand nous on a obtenu toutes ces choses-là d'abord, et que les jeunes conscients sont devant, c'est là ces jeunes conscients-là peuvent emmener les autres jeunes, lorsqu'ils ont tout fait, ça n'a pas marché, à venir dire non à quelque chose. Mais quand au devant des jeunes, des femmes, des enfants, des associations, il y a des personnes qui mangent là-bas, ou bien qui mangent ou ne voulez pas qu'ils mangent. Comment vous voulez que demain, ils viennent s'associer à vous pour régler un problème? Donc pour moi, pour ne pas être long, aussi simple que ça, si nous voulons résoudre un problème haut, qu'on n'arrive pas à résoudre haut, acceptons de commencer bas. On n'est pas en retard qu'on commence bas. On n'est pas en retard qu'on devient président des jeunes de son village. On n'est pas en retard qu'on devient président des jeunes de son quartier ou de sa commune. Ça peut commencer bas. Un combat, une réussite, un pays qui se développe, un pays qui change. C'est pas du jour au lendemain. La France a passé par là. Les États-Unis ont passé par là. Donc, commençons bas. Et prenons des réalités pour monter. Je n'ai pas satisfait. Mais prenons des réalités pour monter. Parce qu'aujourd'hui, là, vous me voyez que ceux qui sont au devant de nous, qui sont touchés, et personne se lève, bon, moi je vais être là. Mais ce sont mes petites solutions. Ce n'est pas forcément vrai, mais je pense que qu'on n'arrive pas à atteindre le haut, commençons en bas. Je vais être là. Merci beaucoup. Kif là, il est là? Kifi. Est-ce que Kifi est là? D'accord, on va évoluer avec Volaille. Je suis un peu occupé, donc allez-y. D'accord, Volaille, tu es là, Volaille. Volaille, quoi? Pitorex. Oui, je suis là. D'accord, allez-y.
Ok, bonjour tout le monde. Je viens d'arriver, j'ai écouté un peu et puis j'ai pris des notes. Bon, quand je vais Normalement, commencer. déjà, normalement, le sujet, c'est ça qui est là, hein, c'est l'inondation. Mais Oui, c'est ça. comme les gens, ce qui a fait que vous avez vu ONG bavarder assez là, c'est que les gens disent que, parce que moi je trouve que quand on parle, on n'est pas écouté. Tout ce qu'on fait, on ne nous voit pas. Alors qu'au Burkina Faso, tout près là, c'est-à-dire qu'il peut marcher même pour aller là-bas. Le président burkinabé a même sanctionné le Canal+. Il a sanctionné Canal+, ou bien il a même demandé une somme à Canal+. Comment ces personnes-là, comment on appelle, quelle voie ces personnes ont prise pour aller, comment on appelle, voir le président pour qu'il puisse résoudre. Quand on parle, les gens disent que non, on ne prend pas le meilleur chemin pour qu'on puisse nous écouter. C'est ça que je lui ai demandé, d'accord. C'est simple. Qu'est-ce qu'on doit faire pour qu'on puisse nous écouter? Dans ce cas-là, moi je note, moi je vais mener la procédure. Moi-même, je vais faire ça. Là, si elle finit de faire, là, si elle finit de mener la procédure et que je vois que je peux écouter, c'est que vous mentez. Voilà, parce que moi, je suis quelqu'un, j'aime faire les choses et puis moi-même je vois et puis je dis, voilà. Parce que je ne sais pas, tout ce qu'on dit, c'est maintenant moi je vois. C'est maintenant moi je vois qu'on dit tout ce qu'on dit là. Donc, J'aimerais te poser une question. à moi, Les personnes, les autorités là, ils sont dans le pays. Voilà. voilà. Donc, on n'a pas besoin même d'aller utiliser une procédure pour aller se faire écouter. Eux-mêmes là, Même là, ce qui se ils passe, sont à Abidjan. Les inondations qui sont parties à Abidjan là, même si c'est la RTI qui cache certaines choses, ou bien ils montrent ce qui les arrange, TikTok, là, eux-mêmes là, TikTok, ils ont là, toutes les TikTok informations sur Abidjan. TikTok montre Mais ça. si tu vois qu'au Burkina, l'exemple que tu as pris là, marche, c'est que lui-même qui a la tête là. Parce qu'il y a une loi qui dit en Côte d'Ivoire qu'il y a un décret qui a été pris pour dire si Canal ne permet pas aux Ivoiriens de regarder les chaînes nationales gratuitement sur leur bouquet, ils seront sanctionnés. Il y a un décret qui a été pris pour ça. Mais ce décret-là, il n'est pas appliqué. Donc, pourquoi voter des lois? Pourquoi prendre des décrets qu'on ne va pas appliquer? Donc, maintenant, quand quelqu'un se lève pour mener le combat, on ne le soutient pas. Sinon, c'est un petit problème. Il suffit que les autorités appellent les représentants des canaux pour leur dire que nous vous donnons un délai de 1 mois. Si les chaînes nationales ne sont pas regardées sur le bouquet Canal gratuitement, nous allons interdire Canal en Côte d'Ivoire. C'est ce que le Burkina a fait. Et le Burkina, Canal ne permet pas à la chaîne nationale burkinabé d'être regardée sur leur bouquet. Et ce n'est pas sous prétexte que ce qu'on dit sur les chaînes burkinabé ne les plaise pas, ou bien soit ils sont contre la France, puisque c'est une entreprise française. Et Donc, il faut ça. le Burkina a demandé une amende à Canal. Donc, je pense que c'est nos autorités là qui ne sont pas responsables. Canal Voilà. ça. Je ne sais pas s'ils ne sont pas là pour le bien-être des Ivoiriens. Moi, je ne comprends pas. Ok, D'accord. pas de problème. Donc, Merci, je peux rebondir sur ce qu'il a dit? Je peux rebondir? D'accord, allez-y rapidement. Oui, puis on va voilà. parler de- Non, mais c'est qui vient de dire, c'est concret. Parce que, par exemple, vous prenez quelqu'un comme Bruno Niabekone, là, qui est le ministre de l'Urbanisme, là. Il a des actions dans Orange Côte d'Ivoire. Donc, étant donné qu'il est actionnaire dans Orange Côte d'Ivoire, il a de l'argent dedans. C'est pas intéressant pour lui que Orange Côte d'Ivoire baisse les prix. Vous prenez Canal+. Il y a pas mal de membres du gouvernement qui mangent dans Canal+. Donc, effectivement, même s'il y a des lois qui sont en place, d'accord, Canal+ ne va pas les appliquer parce que c'est fait sciemment, puisqu'il y a des gens du gouvernement qui touchent de royalty. Donc, effectivement, le Burkina Faso, effectivement, prend des mesures parce que, comme vous le savez tous, hein, ils sont en conflit avec les Français. Tout récemment, j'ai entendu qu'il y a eu rupture des relations diplomatiques. Alors, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Bon, pour l'instant, j'en sais pas plus, mais j'irai vérifier bientôt. Mais effectivement, le gouvernement... C'est vrai. Pardon?
Hubert, tu voulais dire? Confirme que c'est vrai. Ah ben voilà. Donc, il y a quelqu'un qui vient de Parce confirmer. que la France ingère dans les affaires intérieures du Burkina, comme elle a fait en Côte d'Ivoire. Voilà, donc il y a quelqu'un qui vient de confirmer sur le forum que c'est vrai. Donc, ce qui veut dire que les Burkinabés, désormais, ils vont s'attaquer très très fort à tout ce qui est intérêt français. Ils vont s'attaquer désormais très très fort à tout ce qui est intérêt français. Donc, ce qui veut dire que la France fera vraiment très attention au pas qu'elle va poser au Burkina Faso. Mais pour la Côte d'Ivoire, ce n'est pas encore le cas. Donc, je pense que il y a ONG qui avait tout à l'heure proposé des solutions. Je vais m'abonner à lui pour essayer d'avoir l'adresse mail de ces... Concernant la CIE, j'aurais appris que même le président même est actionnaire là-bas. Donc, lorsqu'il vient dire aux Ivoiriens que non, il va envoyer une entreprise qui va concurrencer le CIE, c'est une manière de séduire les Ivoiriens dans le mensonge. Moi, il n'aime pas ce genre de choses. S'il vous plaît, évitez d'avoir s'il vous plaît, évitez d'avoir pardon, Saxo. Je veux dire quelque chose. Évitez d'avoir des affirmations, même si peut-être dans le fond, ça peut être vrai, parce que Saxo vit en Côte d'Ivoire. Et la justice ivoirienne a sorti un décret, je crois l'année passée, où on peut enfermer des influenceurs pour question de complicité dans des propos non vérifiés. Donc, essayez de mesurer vos propos. Ce que vous dites là, je ne suis pas contre, c'est vrai, mais comme on est sur TikTok et qu'on a un de nos frères qui est Saxo qui vit en Côte d'Ivoire, faisons un peu attention, s'il vous plaît. Pour sa sécurité, pour sa suivi. Même moi, je vis en Côte d'Ivoire. Plusieurs fois, les autorités m'ont arrêté et après, ils m'ont libéré. Mais je pense que ces gens-là, tôt ou tard, il faudra qu'ils mettent toute la Côte d'Ivoire en prison parce que faut qu'on leur dise la vérité. Bah oui, voilà. Vous savez que dans l'évolution, là, dans les pays, là, il y a des gens qui se sont sacrifiés. Pourquoi il n'arrête pas propre le mannequin? Pardon? Il a allumé sa caméra pour dire qu'il a coupé les tendons. Non, mais dans les gens, ces gens. Mais comprenez ce qu'il dit, on connaît déjà les réalités, on sait déjà ce qui est vrai, chacun sait, chacun a sa part de vérité. Voilà, mais il dit que, voilà. J'assume mes propos, voilà. J'assume mes propos. Quand on vient de m'arrêter, Mandela a été arrêté, mais aujourd'hui là, il est écouté dans le monde. Le fait d'avoir peur des arrêts de la prison là, ça fait que les gens font ce qu'ils veulent. Moi, j'assume mes propos. D'accord. Laissez cette histoire de propos là, on va évoluer. Ouais, pittoresque. Tu avais quelque chose à dire, il faut évoluer dans ton... Ok. Donc, comme je le disais, je viens d'écouter un peu et puis je vais réagir selon ce qui est déjà écrit là. Les causes d'abord. Pour moi, les causes de l'inondation, la première cause, c'est l'ignorance du peuple. Pour moi, le peuple est ignorant. D'abord, je prends l'exemple de la cité, je ne sais pas, de Songon. Pour un peuple qui sait où il s'en va habiter, quelqu'un, par exemple, moi comme ça, je sais que s'il m'avait habité dans un bas-fond, le jour où il pleut, il aura forcément l'inondation. Je ne vais pas aller habiter là-bas. Même si on me propose un prix qui est tellement bas, qui me plaît tellement, je ne vais pas aller habiter là-bas parce que je sais que s'il pleut là, il aura inondation là-bas. Ça, c'est un. Le peuple est ignorant. Et puis, il y a deuxième. Là, c'est le manque, la volonté, qu'on appelle le manque de la volonté du gouvernement. Parce que si aujourd'hui, on veut aller construire une cité, c'est pas une petite maison, quelqu'un allait construire quelque part là-bas, hein, c'est une cité. Quelqu'un va construire une cité. Forcément, il aura les autorisations, les papiers à faire. On va voir où il va construire la maison. On sait que s'il pleut, il aura inondation. Pourquoi on accepte qu'il construise ça? Maintenant, qu'est-ce qui envoie le fait de les donner l'autorisation sans vérifier ou bien sans tout le monde prend les trucs qu'il faut? C'est la corruption. Parce que quand l'expert va partir, il va venir, il va arriver et dire: ah mon frère, toi où tu es là, où tu vas construire ta maison là, s'il pleut, forcément il aura l'eau. Ça est sur la route d'une rivière. Donc s'il pleut là, il aura l'eau, il aura inondation ici, c'est pas bon. Donc tu dois pas construire. Il est sur le chantier là-bas, on lui dit: ah les frères, il faut venir, on va essayer de s'arranger, ils vont lui donner quelque chose, il va laisser passer. Donc ça c'est la troisième cause qui est là, la corruption. Maintenant, il y a une quatrième cause. Il y a l'appartenance politique et puis ethnique, qui est en Afrique ici un très grand problème. Moi, je suis baoulé,
si le président il est baoulé, quel que soit ce qu'il fait, si c'est pas bon, si ça ne m'arrange pas, comment, je ne vais pas parler parce que c'est un parent. C'est très grave au fait. Malgré tout ce qu'il va faire, si c'est pas bon, hein, on va pas s'opposer parce que c'est un des parents. C'est quelqu'un qui est de ma famille ou bien qui est de mon appartenance politique. Donc je ne parle pas. C'est l'une des causes qui est là au fait. Pour l'inondation, là, je sais qu'ils ont dit. Oui, parce que l'inondation, forcément, depuis 2010, là, forcément, ils ont posé des solutions à faire. Ils ont donné de l'argent pour faire, je sais pas, des égouts, qu'on appelle des trucs de drainage ou bien quoi. Mais s'ils ont bouffé l'argent, on peut pas crier sur ceux qui ont bouffé, on ne peut pas les emprisonner parce qu'ils sont de notre côté. Donc ça, c'est un problème aussi. C'est un problème qui est là. Et puis, le plus haut niveau des causes même là, c'est la peur du peuple. Nous les Africains, on est trop peureux. Quand on parle de prison comme ça, là, on tremble. Quand on parle de la mort comme ça, on tremble. Excusez-moi, il n'y a pas une révolution. Il n'y a pas un État ou bien je ne sais pas quoi qui a évolué sans des gens qui sont morts, sans des âmes, du sang versé. Si on vous met en prison là, si vous êtes parti plaider une cause qu'on vous a mis en prison là, c'est pas quelque chose de mauvais. Parce que même quand vous allez venir vivre ici avec les trucs là, c'est que vous n'arrangez pas, et puis vous êtes allé parler, et puis on vous a mis en prison. Si vous revenez vivre avec ça là, vous n'allez pas être à l'aise, parce que tout le temps ça vous dérange. Si tout de suite on parle d'aller marcher, même si on n'a pas l'autorisation d'aller marcher, quand on va marcher, quand on est nombreux là, on ne va pas attraper tout le monde pour mettre en prison. C'est parce que ceux qui ont le cœur d'aller marcher, ils sont 10, 20, 100, c'est pourquoi on arrive à les attraper. Nous on était à l'école, au lycée ici, il y avait des problèmes. Mais quand on est d'aller marcher là, tout le monde ne va pas. Mais le moment où tout le monde se lève là, même qu'on appelle les professeurs, les policiers même qu'on a envoyés pour nous arrêter, fuient. Parce qu'on est nombreux. Aujourd'hui, il y a quelque chose qui ne nous arrange pas, nous tous. Mais si tout de suite on dit, on peut aller marcher, comme le président, il est de mon ethnie, il ne va pas là-bas. Comme il est de mon parti politique, je ne vais pas partir là-bas aussi. Malgré que ça ne m'arrange pas. Comme j'ai peur d'aller en prison, je ne vais pas partir là-bas aussi. Donc quand on soustrait tout cela, il reste 100 personnes qui vont aller marcher, on va les attraper pour mettre en prison. Et puis on ne va pas pouvoir parler. En tout cas, pour moi, ce sont les causes qui sont là. Maintenant, les responsabilités. La plus grande responsabilité dans un État ou bien dans un gouvernement, dans un pays là, c'est le gouvernement et tout ce qui se passe, c'est le gouvernement. Parce que le gouvernement a les moyens de tout faire. Casser toutes les maisons qui sont dans les bas-fonds, sur la route de l'eau. Comme par exemple à Benjerville, là-bas, les coins où tout le temps quand il pleut, il y a l'eau là, on dirait, truc là. Les maisons qui sont à côté pour casser, pour laisser l'eau passer, pour ne pas que ça monte ailleurs là. Il y a quel moyen qu'on peut pas, on n'a pas pu faire ça. On a tous les moyens pour faire ça. Mais le gouvernement, il ne fait pas. C'est ça, en fait. Il ne fait pas. Donc, la plus grande responsabilité, là, c'est eux. C'est eux. D'accord. Voilà. Merci. Et puis, il y a aussi qu'on appelle les responsabilités, il y a aussi les experts. Aujourd'hui, bon, hier, on parlait de par exemple, l'équipe nationale. On t'a envoyé pour sélectionner. Arrivé là, on te dit, bon, c'est vrai que c'est sélectionné, mais nous, on te donne nous-mêmes d'abord notre liste avant de sélectionner. Quand toi-même, tu regardes la liste qu'on te donne, et puis ce que toi, tu veux faire, ça ne t'arrange pas. Le travail que tu vas faire là, ça va t'arranger là. Il faut dire que non, ça n'arrange pas, il faut partir. Même si on veut te donner 1 milliard, il faut laisser, tu vas partir. C'est comme ça. Mais ils vont pas faire parce que ils gagnent un peu dedans, donc il ne va pas accepter. Donc ça, c'est un des problèmes qu'il y a là. Les experts, les gens qui doivent faire le travail là, ils sont corrompus. Les experts sont trop corrompus, donc ce qui fait que s'ils en vont travailler, arriver là-bas, s'ils ont qu'on appelle, on leur donne 100 millions pour travailler, alors qu'ils ont besoin de 1 milliard. Ils ne vont pas dire non, je ne peux pas travailler. Ils vont quand même faire avec ça. Et puis ça ne suffit pas, et puis il y a les problèmes d'inondation après. Quand les nouvelles petites villes qu'on a goudronnées, chez moi par exemple là, mais la voie principale où l'eau passe,
Tu vois le truc, le caniveau qu'ils ont mis là, mais c'est pas la peine. C'est un caniveau, même si quelqu'un peut laver habillé, mais l'eau dedans, ça remplit déjà. Mais malgré ça, là, on accepte de faire ça. Si toi, l'ingénieur qui est venu faire ça, on t'a dit non, toi, tu as demandé 10 000 pour faire le caniveau, et puis on t'a donné 5 000. Qu'est-ce que tu disais que ça ne veut pas faire, que s'il pleut, il aura inondation. Hein. Faut dire, je ne veux pas. Peut-être plus seulement, tu vois, tout goudron devient stable seulement, parce que le caniveau est petit. Vous comprenez, non? Donc, pour moi, les experts sont aussi dedans. Voilà, les experts, ils sont beaucoup dedans. Maintenant, pour les solutions, là, je pense que le peuple doit prendre conscience. Voilà, le peuple doit prendre conscience que le fait d'appartenir au bord politique et autres, là, ça ne veut pas dire que non, on est à l'aise, ou bien quoi que ce soit. Aujourd'hui, tu manges, mais il faut savoir que demain, là, les gens que tu vas laisser, là, eux aussi, ils auront des problèmes. Parce que aujourd'hui, toi, comme tu es collé à eux, tu gagnes un peu. Donc, s'il y a des trucs à faire, tu t'en fous de ça. Il y a des solutions à donner, tu ne donnes pas, tu t'en fous de ça. Mais il faut savoir que demain, tes enfants que tu fais aussi, ils seront forcément opposés à ça. Parce que demain, peut-être, ils ne vont pas être du même côté que toi. D'accord. Vous comprenez? D'accord. Voilà. Il y a la corruption qu'on doit arrêter. Et puis, on doit être honnête envers nous. Voilà. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Voilà, un peu là. Merci beaucoup. On sait que tu as beaucoup à dire. Tout le monde a une question à dire. Ouais, mon gars, comment tu vas? Ouais, ça va, tranquille, ça va, tu connais, ça va. Bon, Saxo, merci beaucoup. Merci à tous ceux qui sont intervenus sur le live. Je vais faire l'effort d'être le plus concis, le plus précis possible parce que la Côte d'Ivoire, là, quand il s'agit de la Côte d'Ivoire, il y a tellement de choses à dire qu'on peut aller dans tous les sens. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Fortuna. Et je remercie tous les jeunes Africains qui sont épris de réflexion, qui sont soucieux du bien-être de leur État, du bien-être de notre société, ivoirienne en particulier, en général, la société africaine. Bon, apparemment le sujet, là, quand on parle de l'inondation, on a l'impression que on doit parler de l'inondation. Mais c'est tellement plus large que ça, c'est tellement plus loin que ça. Ça touche à beaucoup de choses. Voilà. Parce que, en fait, l'inondation je vais dire, est la face visible de l'iceberg, mais en dessous, il y a tout ce qui est la cause de ça. Voilà. Donc, ça tu sais que quand tu mets des lives, moi, je vais d'abord faire des recherches là-dessus avant de venir. Je pense que les prochaines fois, il faut essayer de prévenir d'avance. Peut-être en story, tu mets un peu le thème du futur live et puis chacun aura le temps de réfléchir là-dessus. Bien. Moi, je réside ici en Fédération de Russie et je vois un peu comment est-ce que les Blancs sont quand même, je n'ai pas dit ingénieux, je n'ai pas dit intelligents parce que ce serait un peu rabaisser la race noire. Je rappelle que la Russie, c'est 17 millions de kilomètres carrés. 17 millions de kilomètres carrés, ça fait 50 fois la France. Ça fait environ 65 fois le territoire de la Côte d'Ivoire. Et dans les 17 millions de kilomètres carrés, là, il y a environ un quart du territoire où la température aux 2 tiers de l'année est en dessous. Je répète, il y a environ un quart du territoire de ces 17 millions de kilomètres carrés là, où aux 2 tiers de l'année, la température est bien souvent en dessous des moins 20 degrés. Est-ce que vous comprenez? Mais toutes les villes ici, sont développées quasi au même niveau. C'est-à-dire que quasiment au même niveau. Parce que les Blancs savent dissocier, savent distinguer les choses. La chose politique de la chose sociale. Ce qui concerne le bien-être du citoyen et ce qui concerne la vie politique. Vous savez, travailler dans moins 10 degrés. Ceux qui sont en Europe savent, non? Ceux qui sont en France, souvent même moins 2-3 degrés, déjà il pleut. Imaginez des gens qui sont dans moins 10, moins 20 degrés, moins 30. Ici en Sibérie, souvent la température touche les moins 45 degrés. Mais comment ils font? Comment ils s'asseyent? Ils réfléchissent pour pouvoir développer leur pays jusqu'à ce niveau où souvent c'est très pénible de travailler
puisque je vous ai dit aux 2/3 de l'année, c'est-à-dire que 9 mois sur 12, il fait froid. Mais les villes sont développées, les bitumes sont prévus, les égouts sont prévus, tout est prévu. Mais pour comprendre ça, là, il faut comprendre même comment est-ce que l'État fonctionne. Et c'est là que je viens à la Côte d'Ivoire. Comment est-ce que la Côte d'Ivoire fonctionne? Quelle est la nature de l'État de Côte d'Ivoire? Vous savez, le RHDP, là, ils ont été très ingénieux quand ils étaient dans l'opposition. Ils ont été très ingénieux. Parce que, pour ceux qui n'ont pas suivi la campagne de 2010 du président Ouattara, là, je ne sais pas qui avait un programme politique. De toute l'histoire de la Côte d'Ivoire, je n'ai jamais vu un programme politique comme ce qu'il avait. C'était le meilleur programme politique. Parce que justement, il connaissait l'ossature, il connaissait la structure de l'État ivoirien et il savait exactement qu'est-ce qu'il fallait mettre en avant pour pouvoir conquérir le cœur des Ivoiriens. Contrairement à ce que les gens disent, les Ivoiriens ne sont pas cons, hein. On s'intéresse à la chose politique et on comprend comment fonctionne la politique. Les jeunes Ivoiriens sont... C'est pas bien, il y avait des trucs comme Sorbonne. Hein. La Sorbonne regroupait combien de personnes? C'était des centaines de personnes, voire souvent des milliers de personnes, non? Parce que les Ivoiriens ont toujours voulu comprendre, toujours voulu savoir. La Côte d'Ivoire, prenons d'abord sur le volet économique. Il y a 1000 entreprises françaises en Côte d'Ivoire. Écoutez-moi très bien, il y a 1000 entreprises françaises en Côte d'Ivoire. Et ces 1000 entreprises françaises en Côte d'Ivoire détiennent plus de 55% de l'économie de Côte d'Ivoire. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Il y a 1000 entreprises françaises en Côte d'Ivoire. Il y a 300 qui sont des filiales directes des grosses multinationales françaises. Et les 700 autres sont des sous-traitants. Et les entreprises françaises, à elles seules, représentent environ 55% de l'économie de Côte d'Ivoire. Et les choses se sont augmentées depuis l'avènement du RHDP au pouvoir. Ça, c'est un. De deux, la Côte d'Ivoire a une économie extravertie, tournée vers l'extérieur. Tournée totalement vers l'extérieur, de sorte que, au niveau national, ceux qui gèrent l'économie de la Côte d'Ivoire ne sont pas les Ivoiriens. Vous savez, c'est non? Suivez-moi bien, il n'y a pas de durée. Vous allez savoir pourquoi ça touche l'inondation. Ceux qui gèrent l'économie de la Côte d'Ivoire là ne sont pas Ivoiriens. La France est la première détentrice en termes de pourcentage de l'économie de Côte d'Ivoire. Et au-delà, après la France vient la Chine, l'Union européenne, les États-Unis et autres. Maintenant, comment ces entreprises étrangères là fonctionnent en Côte d'Ivoire? Ces entreprises étrangères fonctionnent en Côte d'Ivoire non pas pour favoriser l'économie ivoirienne, mais ce sont des entreprises, c'est un gros système qui est mis en place où les fonds que les entreprises là génèrent là ne reviennent pas à l'État de Côte d'Ivoire, mais partent dans les pays qui sont propriétaires de ces entreprises. Ça, c'est sur le plan économique. Donc, vous allez voir que l'État là, en réalité, l'État a deux manières de se nourrir financièrement, a deux manières de gagner de l'argent. La façon interne, c'est-à-dire les impôts, les taxes douanières, tout ce qui est capacité au niveau intérieur, même les richesses naturelles. C'est ce qui permet à l'État d'avoir de l'argent. Et la deuxième chose, c'est la forme extérieure, c'est-à-dire que tout ce qui est dette au niveau des banques internationales, tout et tout. Quand vous prenez en Côte d'Ivoire les secteurs stratégiques, banques, tout ce qui est secteur stratégique économique en Côte d'Ivoire n'appartient pas à l'État du Côte d'Ivoire. Ça, c'est un. Numéro 2, au niveau de la déconcentration et de la décentralisation. En Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire est l'un des seuls pays africains francophones qui fonctionne avec une seule ville. Abidjan à lui seul représente plus de 40% de l'économie de Côte d'Ivoire. Toutes les grosses industries sont concentrées à Abidjan. Tout le système de développement de la Côte d'Ivoire, toutes les grosses bases, toutes les institutions sont concentrées en Côte d'Ivoire. Vous allez me dire, mais ça a quoi à voir avec l'inondation? De ce fait-là, les populations ivoiriennes qui ont envie d'avoir une vie meilleure, elles toutes là vont ruer vers Abidjan. Parce que Bouaké est vide, parce que Yamoussoukro est vide, parce que Korogo est vide, c'est des villes mortes. Ça, c'est au niveau... Ce qui fait que c'est un peu compliqué déjà. Et vous allez voir que l'inondation, là, ça touche quasiment que la ville d'Abidjan de façon réelle. Parce qu'il y a une concentration démographique qui ne favorise pas une bonne urbanisation, un bon plan d'urbanisation.
Numéro 3. Et ça, c'est l'élément important. L'État de Côte d'Ivoire fonctionne avec un système d'État qu'on appelle l'État, un système hyper présidentialiste. C'est-à-dire que le président en Côte d'Ivoire est le gourou suprême et le gouvernement en Côte d'Ivoire est l'instance suprême qui a des tentacules. Et c'est l'instance suprême là qui dirige la politique nationale. Ici en Russie, ce n'est pas le cas. Ici en Russie, il y a ce qu'on appelle les oblasts. C'est-à-dire que c'est comme les États-Unis, il y a des détachements. Puisque le territoire est grand, on a fait ce qu'on appelle les détachements, des sortes de régions, des gouvernorats qui sont très indépendants. Contrairement à ce que les médias nous vendent là, les médias français vous vendent là, la Russie ici là, Poutine ne gère pas tout. Hein. Donc les gouvernorats là ont la politique de leur territoire, de leur espace, et de façon autonome. Quand vous prenez la Côte d'Ivoire, les mairies qui sont voici les collectivités territoriales. Il y a les mairies, il y a les conseils régionaux. Après les mairies, les conseils régionaux, il y a, je crois aussi, il y a les districts. Les mairies là sont censées être des collectivités indépendantes de l'État dans le fonctionnement de l'État de Côte d'Ivoire. En temps normal, c'est comme ça. Sauf qu'en Côte d'Ivoire, actuellement, pour être sûr d'être maire, on a vu la ministre Kana Kamara qui a dit que si vous n'êtes pas maire du RHDP, vous ne recevez pas de financement. Pourquoi elle essaie de prendre ce levier-là comme un levier de menace? Parce que justement, les mairies en Côte d'Ivoire n'ont pas de réelles sources d'autofinancement, de sorte qu'elles fonctionnent par le financement que l'État leur accorde de façon annuelle. Donc ça rend les mairies dépendantes de l'État. Quand tu prends les conseils régionaux sont censés en fait donner une vision, établir le plan de développement et travailler en étroite collaboration avec les mairies. Sauf que les conseils régionaux sont fantomatiques en Côte d'Ivoire. Les districts, pareil. Maintenant, le dernier point que je vais toucher, c'est le point de la souveraineté. La Côte d'Ivoire n'est pas un pays souverain. Ça, on ne peut pas se cacher ça. Donc, les politiques qui sont mises en place en Côte d'Ivoire, là, ce n'est pas d'abord fait par les Ivoiriens pour les Ivoiriens. Ça, il faut que vous sachiez ça. Donc, on va beau bavader, on va faire des trucs. Tant que le combat principal n'est pas mené là, le combat principal là, c'est même pas le RHDP. Le combat principal de la Côte d'Ivoire, c'est que la Côte d'Ivoire n'appartient pas à la Côte d'Ivoire. Donc, tant que la Côte d'Ivoire ne revient pas aux mains des Ivoiriens là, tout ce qu'on va faire là, ça ne sert à rien. On va juste faire ce qu'on appelle la masturbation intellectuelle. Chris, j'aimerais continuer à t'écouter tellement que ton analyse est bonne. Non, Chris, bravo. Non, il a tout dit, il a tout dit. C'est pour ça que tout ce que je fais matin, midi, soir, sans temps. Non, Chris, bravo. Non, mais, comment dire, Saxo, Chris vient de le dire. Hein. En fin de compte, on bavarde matin, midi, soir. Ils entendent ce qu'on dit. Mais avec Chris vient de donner les infos, ils ne pourront rien changer. Les inondations auront toujours lieu jusqu'à nos morts. C'est ce que Chris a dit. Hein. Ça ne changera rien. Ça ne changera rien. Il y aura toujours des inondations. On a beau gueuler, on a beau se battre, on a beau crier partout, gauche à droite. Ça ne changera rien. C'est tout. Donc je continue. Est-ce que vous comprenez? Donc, de ce fait-là, puisque sur le dernier point que j'étais en train d'aborder, c'était le point de la souveraineté. Vous savez, un État comme la Côte d'Ivoire, dans tous les pays, l'État met en place ce qu'on appelle, c'est-à-dire que le plan de fonctionnement de l'État. Et l'État essaie d'appliquer à travers ses institutions, à travers ses entreprises, parce qu'il y a des entreprises d'État. Et l'État délègue aussi une partie de ses pouvoirs aux collectivités territoriales. Et donc, que ce soit au niveau des villes, des régions, c'est pour ça d'ailleurs il y a des découpages. Sauf qu'en Côte d'Ivoire, ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. Et c'est exactement ce qui justifie le développement des pays développés comme les États-Unis, comme la Chine, la Russie, la France, même l'Inde dont on parle. Maintenant, de façon directe, avant même de venir à l'innovation, pourquoi je disais tout à l'heure que le RHDP en 2010 avait le meilleur projet politique
pour campagne. Ils ont été intelligents, ils ont joué sur ça. Maintenant, la question de qui a gagné, par exemple, je ne suis pas en train de dire qu'ils ont gagné quoi que ce soit, mais je dis que, regardez par exemple, prenez le programme du président Alassane Ouattara. Voici ce qu'il dit sur le plan économique. Il dit que lui, il va faire passer l'économie de la Côte d'Ivoire d'une économie extravertie à une économie introvertie. Une économie qui ne va plus dépendre des dettes. Et quand il venait en ce moment-là, il y avait 6 000 milliards de dettes. Et il dit aux Ivoiriens que même 6 000 milliards là, c'est trop. On va revenir à une économie forte qui dépend de la Côte d'Ivoire. 1. 2. On va déconcentrer et décentraliser. Et c'est vous vous rappelez que le président a dit ça. C'était pas pour rien. Oui, La déconcentration et la décentralisation étaient des éléments clés. Pourquoi? Parce que s'il y avait vraiment la déconcentration et la décentralisation, ça allait régler bon nombre de problèmes en Côte d'Ivoire. Donc, conclusion, pour ne pas monopoliser la parole, j'ai laissé beaucoup de choses, j'ai beaucoup de choses sous les yeux, mais peut-être que s'il y a un autre tour de parole, je vais revenir dessus. La conclusion, c'est simple. Regardez par exemple le cas des inondations là. Premier fautif, c'est l'État. Premier fautif, c'est l'État. Zéro plan d'urbanisation. Les mairies concernées dans le district d'Abidjan, quelles sont leurs capacités financières à gérer l'inondation? Comment est-ce que l'État même essaie de mettre en place une politique pour gérer ça? Moi, je ne vois rien. Moi, je ne vois rien. Je ne vois rien. Je ne vois rien. Et donc, comme j'ai dit, j'ai beaucoup de choses à dire. J'avais voulu me prononcer sur un élément que quelqu'un a soulevé ici, où il a dit que, il y a quelqu'un qui a dit que pour savoir comment un État fonctionne, il faut savoir comment un gouvernement fonctionne, il faut savoir comment est-ce qu'il est venu au pouvoir. Je vous invite à lire les auteurs suivants. Max Weber, Alex de Tocqueville, Max Weber, Alex de Tocqueville, Juan G. Leeds, bon ça s'écrit Juan G. Leeds, et Charles Tilly, le Tilly là, le I final là c'est Y. Ces auteurs-là vous expliquent qu'en fait, si vous lisez ces auteurs, vous allez comprendre ce que le RHDP est en train de faire aujourd'hui à la tête de la Côte d'Ivoire. Parce que, ok, Alex et Max Weber, le Weber ça va avec W. Alex de Tocqueville, il y a un C avant le Q. Juan G, bon, c'est Juan G. Lenz, Lenz c'est L-I-N-Z, et puis Charles Tillis, même Anna Arendt. Allez-y, lisez Anna Arendt aussi, vous allez comprendre que, d'accord, je mets sans commentaire, pas de souci. Je vous dis ça pourquoi? Je vous dis ça parce que les gens ont dit ici, quelles sont les solutions? Il y a l'autre, la ONG tout à l'heure qui parlait des solutions. Allez, il faut s'organiser. Mais c'est pas, il sait que c'est pas vrai. Lui, il raconte des trucs, il sait que c'est pas vrai. Il sait très bien que c'est pas possible. Aujourd'hui, là, le RHDP n'est plus dans une logique de fonctionner par liberté, par démocratie. Non. Ils ont un seul souci, c'est maintenir au pouvoir. Parce qu'ils sont conscients qu'aujourd'hui, là, 80% de la population n'est pas d'accord avec les politiques, n'est pas avec eux. Donc, quand un gouvernement arrive à ce stade-là, son seul objectif, c'est de se maintenir. Et il va mettre toutes les politiques en place pour éviter que même marcher, c'est-à-dire que marcher pour des questions de même si la population va nous dire que, la dernière fois, tu as expliqué ici que nous, on avait un problème d'eau. Ils ont coupé l'eau chez nous une semaine, on a voulu marcher, le lendemain matin, on a vu des cargos de militaires. C'est-à-dire qu'ils préfèrent qu'on meure de soif. Si on peut pouvoir se laver pendant 1 mois. Mais tant que le gouvernement est là, c'est déjà bon. C'est comme ça qu'il faut comprendre. Donc aujourd'hui là, celui qui est en bas de moi qui a parlé de révolution sans sang versé là, tant que les Ivoiriens ne comprennent pas que le changement passe par la révolution et la révolution passe par le sang versé, on va rester dans ça. Et sachez que plus les années avancent, plus la Côte d'Ivoire recule. Je répète, plus on avance en année, plus la Côte d'Ivoire recule. Donc, c'est là que je vais essayer de m'arrêter pour donner aussi la parole aux autres.
Et il faut savoir ça. Donc, l'inondation, la cherté de la vie, il y a un qui disait tout à l'heure, non, si moi, je sais que, bas quartier, mais je sais que l'eau a coulé là-bas. Mon ami, nous tous, on sait ça. Mais les gens, toi, tu penses que les gens qui sont dans le quartier breaké, ils sont cons? Ils sont pas cons. Ils savent très bien qu'ici, il y a inondation, il peut y avoir des problèmes. Mais mais d'un pays où les SMIC sont à 15 000 là, et puis le moindre loyer est à 150 000 là, tu veux qu'il n'a qu'à aller vivre où? Il n'a qu'à aller vivre à Manque, qui est une ville morte. Il n'a qu'à aller vivre à Bondougou, qui est une ville morte. Il n'a qu'à aller vivre à Tengrela, qui est une ville morte. Mais tout est à Abidjan. Oh, Abidjan aussi, les bons quartiers là, c'est cher. Mais il va laisser mettre quelque part là-bas, dans une banlieue, il va laisser mettre dans un bas-fond là-bas, pourvu qu'il soit à Abidjan. Parce que c'est à Abidjan là, tu peux faire Manawa, tu vas avoir peut-être 4 000, 5 000. Va faire Manawa à Boaké, tu vas avoir combien tu vas avoir? D'abord, mais il y a quel chantier à Boaké? C'est de ça qu'on parle. Donc les gens ne sont pas cons. On est obligé, tout le monde est obligé de venir à Abidjan, parce que c'est à Abidjan seul, il y a tout. Voilà, bon, je m'arrête là, je vais laisser la parole aussi aux autres. Donc vraiment, le problème de la Côte d'Ivoire là, c'est énorme. Hein. Voilà, quelqu'un demande, est-ce que même il y a bon quartier, même à Abidjan, même d'abord? En tout cas, voilà, c'était pour rebondir ce que vient de dire Christ. En tout cas, bravo Christ. Il n'y a pas mot à dire sur le développement que tu viens de faire. Effectivement, tu as énuméré point par point tous les réelles problématiques de la Côte d'Ivoire. Maintenant, celui qui veut pas comprendre ou celui qui veut pas entendre, c'est son problème. Mais bien sûr, sans souligner que la plupart des supporters du pouvoir en place sont souvent incultés et illettrés. Ça, j'insiste là-dessus parce que le taux d'alphabétisation en Côte d'Ivoire est très faible et que même ceux qui savent souvent, ceux qui comprennent, comme je l'ai déjà dit, ont déjà quitté la Côte d'Ivoire. Ils sont partis dans des cieux beaucoup plus cléments, mieux adaptés pour leur vie de famille. Puisque, comme ça c'est un fait, c'est clair. Ça c'est clair, c'est un fait. C'est vrai. Voilà, puisque dans la vie, tout le monde, chacun cherche à bien vivre, lui, sa femme et ses enfants. Mais revenons à ce que tu as développé, Christ. Et pour moi, je te donne 21 sur 20, s'il y avait une note à donner. Tu sais que on sort de pas mal de problèmes avec la rébellion qu'il y a eu, les diverses insurrections, les coups d'État, jusqu'à ce qu'ils renversent l'ancien pouvoir. Avec le nombre de morts qu'il y a eu, tu sais que la plupart des Ivoiriens actuellement, beaucoup sont traumatisés et beaucoup ont peur et comme les gens ont tellement perdu beaucoup, ils préfèrent désormais ne plus agir ou ne plus réagir et en gros ils ont abandonné et ils disent que celui qui prend le pouvoir qu'il fasse ce qu'il veut. Ça, en tout cas, ça c'est mon constat puisque moi je dis je suis en Côte d'Ivoire à Songon, je cause du vent avec beaucoup de personnes. Eux-mêmes disent que celui qui a la force, qui prenne le pouvoir, qui fasse ce qu'il veut, parce que comme tu le sais, en Côte d'Ivoire, chacun fait ce qu'il veut pourvu qu'il ait de l'argent. Tu peux construire ta maison à gauche, ta maison à droite, on te dira rien, même sur la route, je l'ai déjà vu plusieurs fois, on ne va rien te dire parce que tu as de l'argent. Mais Christ, à dater d'aujourd'hui là, avec effectivement tout ce que tu as dit, comment faire vraiment pour emmener un peuple je vais encore le répéter, qui a été meurtri pendant des années, qui a été opprimé, Christ. T'as vu quand tu es traumatisé là, quand tu as été traumatisé, quand tu as des blessures profondes, c'est très dur de se réveiller en Christ. C'est très dur de se réveiller, c'est très dur de s'élever pour aller faire un combat. Comment à nouveau on peut, je dirais même à nouveau chatouiller un peuple pour que toutes les couches de la population, qu'ils soient de gauche, de droite, qui soutiennent le pouvoir, qui soutiennent pas le pouvoir, pour qu'on puisse se mettre ensemble, parce que là, effectivement, il faut que tout le monde se mette ensemble pour arriver à faire une révolution.